Bien, nous allons alors poursuivre pour fermer cette dernière table ronde. L'idée et le récit de cette journée, c'était de commencer aussi en provoquant une confrontation face à notre réalité, une réalité de sang, de mort, d'horreur, pour en même temps essayer de nous révolter et reprendre, comme ont fait les deux personnes précédentes, non seulement nos pensées, nos corps, nos propres sentiments, pour comprendre combien la culture de l'art peut nous amener vers d'autres imaginaires. On avait démarré cette matinée avec ce phare, n'est-ce pas, dans des temps si difficiles, le phare d'Albert Camus. Et certainement maintenant, nous sommes accompagnés dans les dernières conversations à un grand penseur, Achille Mbembe, qui personnellement et très clairement est ma lumière et la lumière de beaucoup de personnes dans ces temps si difficiles. Un penseur qui nous donne des clés de notre situation contemporaine et nous permet de continuer à avancer. C'est pourquoi je remercie énormément sa présence parmi nous ce soir et est accompagné par Anne Proutot, qui est aussi non seulement notre sœur dans ce projet et qui nous donne aussi cette lumière camusienne. Elle est présidente de la Société des études camusiennes et avec eux, nous avons effectivement traversé les vibrations de Monica et Sylvia et maintenant nous sommes sous la lumière de leurs paroles qui nous guident pour fermer cette journée autour de ce que eux-mêmes nous ont enseigné, le besoin d'un métier, comme disait Camus, et certainement ils vont nous donner plus d'instruments et d'outils pour ce faire. Je vous cède la parole. Merci. Voilà, bonsoir. Vous m'entendez bien ? Oui, bonsoir à tous. Je suis très très heureuse d'être là. J'ai vraiment la joie chaque année de bénéficier de cette lumière et de la richesse des échanges. Et c'est vrai que de parler ce soir en compagnie d'Achille, c'est un beau cadeau. On s'est découvert à midi avec beaucoup de plaisir. Et puis c'est vrai que ce soir, je me sens un petit peu comme ces personnes dont parlait Alfredo ce matin qui avaient reçu cette boîte bleue qui ouvre les regards, qui ouvre les imaginaires. Et moi, grâce à vous tous, c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, donc merci. Alors, je vais commencer par prendre la parole, et puis la commande était belle, hein, c'était autour de cette belle citation. Sandra m'a dit « faire son métier d'homme ». Et ce que j'ai envie de faire avec vous, de manière très simple, hein, c'est de recontextualiser cette citation que l'on connaît bien, que l'on utilise souvent, faire son métier d'homme. C'est vrai que Camus avait le sens de la formule, de la tournure, un peu le génie des images poétiques qui frappent nos imaginaires pendant longtemps. Alors cette citation, elle est en partie prononcée plusieurs fois dans La Peste, et plus tard dans un article de l'Express de 1955 qui s'appelle justement « Le métier d'homme ». Alors, dans sa première apparition, dans La Peste, la référence appartient donc au cycle de la révolte, où Camus, parti de ce constat de l'absurde, souhaite édifier à la place de ce qui aurait pu être vraiment une invitation à la mort, au mépris, à la résignation. Eh bien, il préfère appeler ce qu'il appelle et donner des règles de vie. Si la vie n'a pas de sens, elle a une valeur pour Camus. Et il invite à la révolte incarnée, notamment par le fameux docteur Rieux de La Peste. Dans ce grand roman, les personnages ne sont plus des étrangers les uns pour les autres en luttant contre toutes les pestes. Et même si la victoire est toujours incertaine, on en parlera, la lutte suffit à remplir un cœur d'homme et fait advenir ce que Camus appelle la tendresse humaine. Alors, dans le contexte de notre existence temporelle, dans sa finitude, avec toute la part d'inconnu qu'elle contient,
Face au mal, oui, comment vivre et comment faire son métier d'homme. La peste, justement, en est une forme d'illustration. Dans ce récit allégorique où la peste figure le mal, mais pour dire toute autre sorte de forme d'oppression, Camus choisit, c'est assez original, de laisser la place à différents points de vue. Il va créer plusieurs personnages qui tous ont affaire à ce mal, à cette épidémie, et qui vont donner un sens particulier à leur vie au sein de ce combat. Un journaliste, un ancien militant révolutionnaire, un curé, un employé de bureau et bien sûr un médecin, le docteur Rieux, qui est le narrateur anonyme au départ de cette chronique. Alors lui, le médecin, c'est celui qui va engager ses forces dans la bataille, c'est l'homme qui essaie de ne pas se payer de mots. On en a parlé ce matin, de tenir un langage clair, d'appeler les choses par leur nom. Il va contribuer d'ailleurs au fait que la peste, quand elle aura été identifiée, soit nommée. Et justement, à la fin du chapitre 2, ce docteur Rieux discute avec Tarou et avec Rambert, le journaliste, qui était venu de Paris pour enquêter sur les conditions de vie des Arabes. Et justement, Rambert, à ce moment du roman, est en train de remettre en question l'héroïsme. C'est quoi l'héroïsme? Et il remet en question aussi le fait de se sacrifier pour une idée. Et c'est là que Rieux lui répond, et là je vais citer la peste, « Vous avez raison, Rambert, tout à fait raison. Et pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire qui me paraît juste et bon. » Alors, ce que veut faire Rambert, c'est quitter Oran, quitter cette ville donc, qui est envahie par la peste, pour aller rejoindre la femme qu'il aime. Mais, continue Rieux, il faut cependant que je vous dise, il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela, il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Qu'est-ce que l'honnêteté? Dit Rambert d'un air soudain sérieux. Et Rieux de répondre, je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. Alors dans cet échange, Camus ramène chacune et chacun à sa condition. Il ne s'agit pas d'être un héros, mais de faire son métier, ce qui peut sembler à notre portée, à chacun, quel que soit son travail. Il semble difficile à Rieux de définir l'honnêteté, mais on entend qu'elle se fonde sur le fait de bien faire son métier, c'est-à-dire pour lui de bien assumer son rôle de médecin. On le sait, pour Rieux, il voudrait diminuer arithmétiquement la douleur. Drôle de formule, vous voyez, ce n'est pas très lyrique, c'est assez rationnel, mais dans le fond, pour Rieux, il voudrait faire en sorte que le moins possible de personnes ne meurent. Dire à travers cela que chaque vie compte, que la vie est sacrée. Il voudrait, pour reprendre une belle formule camusienne, sauver les corps. Et c'est vrai que dire sauver les corps ce soir, après tout ce qu'on a vu ce matin, ça a beaucoup de sens. On entend aussi dans ce propos la résonance des autres. Faire son métier, c'est le faire pour quelqu'un. Il suffit de se rappeler les pages de l'agonie interminable d'un enfant, le fils Othon, pour saisir la portée de l'empathie de Rieux et sa capacité à être proche. Rieux n'est pas un raisonneur, comme le dit Jacqueline Lévy-Valency, une très grande spécialiste de Camus. C'est une sorte d'instinct moral qui le pousse à se détourner de ce qu'il aime pour se vouer généreusement à guérir ou à préserver ce qui, de l'homme, peut être sauvé. Il s'agit aussi de faire son métier d'homme en conjuguant ses forces à celles des autres. La peste montre une communauté d'hommes qui, progressivement, abandonnent leur quant à soi pour lutter ensemble. La plupart s'y essayent, y compris le curé récalcitrant qui finit par rejoindre les comités sanitaires. Et même si leurs convictions diffèrent, le docteur Rieux n'est plus ironique, mais vraiment respectueux de cet homme à partir du moment où Paneloux s'engage. Enfermés dans un unique espace, la ville d'Oran, qui est close, ils finissent par être enfermés dans un même temps. D'ailleurs, il y a un petit détail dans le roman qui a son importance. Vous savez, il est question au début du roman de la date. On sait que c'est le 14 avril, le jour où Rieux remarque les rats. Mais très vite, en fait, on ne parle plus du calendrier.
des mois habituels, mai, juin, etc. Mais on calcule en semaines, en temps de peste, puisque quelque part, ils partagent aussi le même temps. C'est un temps qui est commun à tous les habitants. Donc ce métier d'homme se conjugue idéalement, je dirais, pour Camus, à un travail collectif. Sylvia en parlait tout à l'heure, de la communauté. Et y compris parfois à la mise en berne de ses aspirations personnelles, même si elles sont légitimes. Le fameux journaliste Rambert, dont on parlait tout à l'heure, lui, il voulait quitter la ville, non par peur de la maladie, mais vraiment pour retrouver celle qu'il aime. Et progressivement, après de très nombreuses démarches, vraiment, il fait tout ce qu'il peut pour quitter la ville. Et au moment justement où il pourrait quitter la ville, où enfin c'est possible, il prend conscience, et je cite Rambert, qu'il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul, et que le choix de quitter Oran, je cite encore, le gênerait pour aimer celle qu'il avait laissée. C'est-à-dire que même si la recherche du bonheur est infiniment respectable, un bonheur authentique ne peut se vivre en dehors d'une solidarité active dans la lutte contre le mal. Ce que nous apprend aussi ce grand roman, c'est que pour mener à bien ce combat, pour faire son métier d'homme, il faut aussi savoir puiser dans des réserves de vie, des réserves d'amour, comme le suggère la belle scène de baignade entre Tarou et Rieux, qui existe pour célébrer leur amitié. C'est vrai que ça paraît curieux dans le bouquin de voir Tarou qui dit à Rieux, mais est-ce que vous avez de l'amitié pour moi ? Ben écoutez, je vous propose que pour célébrer cette amitié, on prenne un bain ensemble. Et justement, après cette baignade, apaisés, ressourcés, ils peuvent repartir vers la peste et ses combats. Donc cette scène, elle n'est pas faite au hasard, elle n'est pas mise au hasard dans ce roman. Et Tarou résume bien cette pensée camusienne, à savoir que le temps réservé au ressourcement ne lèse en rien celui qui est réservé à la lutte, au contraire. Et Tarou dit, bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes, mais s'il cesse de ne rien aimer par ailleurs, à quoi ça sert qu'il se batte ? Ne jamais perdre de vue pourquoi nous vivons, pourquoi nous nous battons. Et derrière cette baignade, c'est le rapport au monde, c'est le rapport au végétal, au ciel, à la mer qui est en jeu pour Camus. Ils ne sont pas juste un décor, mais participent de notre vie terrestre, participent de nos combats. On se souvient chez Camus comment les paysages, leur fréquentation ravivent les forces, comme il est question dans le texte qui s'appelle « Retour à Tipaza », dont je ne citerai pas justement le passage le plus connu, vous savez, quand Camus parle de cet été invincible qui est dans son cœur. Mais juste avant, il y a ce petit extrait. « C'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, je découvrais à Tipaza qu'il fallait garder en soi intacte une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. » Propos tout à fait en résonance avec la baignade de nos deux compères. Le monde et sa beauté ne sont pas déconnectés de la lutte et font pleinement partie du métier d'homme. Enfin, il s'agit de garder les pieds sur terre et de conserver sa clairvoyance, comme le montre l'épilogue de La Peste, où alors que la foule est en liesse, le médecin demeure vigilant. Il sait que la peste peut surgir à nouveau. Donc, il s'agit bien de victoire, mais de victoire provisoire sur le mal, sur la mort. Là aussi, pour Camus, restons mesurés. Et d'ailleurs, exercer son métier d'homme, c'est faire partie aussi d'une grande chaîne d'êtres humains qui nous précèdent, qui nous succèdent. Cela aussi, ça rend humble. Et Camus, il en a conscience, je crois, à différents moments, comme il l'explicite dans un recueil de poèmes qui s'appelle « La postérité du soleil », qu'il a écrit en collaboration avec René Char et qui est paru de manière posthume. Voilà ce qu'il écrit. D'ailleurs, c'est une phrase, je pense, que vous avez choisie pour le guide des Trobadès. « D'autres, après nous, encore, recevront sur cette terre le premier soleil, se battront,
apprendront l'amour et la mort. Le don de vie est adorable. Par ailleurs, si l'on pouvait imaginer que le métier d'homme est réservé à une sorte d'élite, il faut mentionner un passage de la Peste qui élargit absolument à tous cette conception. Vous allez voir là, ça met en valeur le travail manuel. Je cite la Peste. « Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. » Alors ce passage renvoie, et ce sera ma transition, à l'article de l'Express donc du 14 mai 1955, intitulé « Le métier d'homme », auquel je faisais allusion dès l'introduction, et dont je voudrais citer vraiment pour le plaisir les 2 premières phrases. « Le hasard de 2 voyages m'a permis de rencontrer, à quelques semaines d'intervalle, des hommes contents de ce qu'ils faisaient. Si curieux que cela puisse paraître, ces hommes étaient des Français. » C'est dire la part de Camus avait beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie. Alors Camus, dans cet article, qui est vraiment assez court, vous pourrez aller revoir, il rend compte d'une part de la vie de jeunes architectes qui interviennent après le tremblement de terre d'Orléansville en septembre 1954, et d'un deuxième voyage qu'il a fait où il a vu des jeunes archéologues qui faisaient des fouilles à Argos. Et en fait, Camus est très touché par ces travailleurs, par leur vitalité, par l'enthousiasme. Et voilà ce qu'il écrit. « Loin de nos faux métiers, de nos communautés vides ou destructrices, ils exercent dans la chaleur du travail créateur un métier d'homme. Et Camus d'espérer, je le cite encore, n'est-ce pas alors, ça rejoint des conversations de ce midi, le véritable effort d'une nation de faire que le plus possible de ses citoyens aient le riche sentiment de faire leur vrai métier et d'être utiles à la place où ils sont. » Camus aussi est envieux de la camaraderie qu'il voit s'exercer auprès de ses travailleurs. C'est un terme qu'on n'utilise pas tellement, mais que Camus aime à utiliser. Ça évoque cet esprit de corps cher à Camus. Ce n'est pas pour rien que ces lieux de bonheur s'identifiaient, se confondaient avec le journalisme, où il aimait beaucoup travailler avec toute cette équipe, y compris avec les ouvriers typographes avec lesquels il avait noué une relation très profonde, ou encore bien sûr le théâtre, qui était vraiment un lieu de travail collectif. On n'arrive à rien tout seul. Donc, car en effet, et je terminerai par ça, pour Camus, son métier d'homme, à lui, s'est largement confondu avec cette grande entreprise d'édifier un langage, comme il aimait à le dire, si malgré tant d'efforts pour édifier un langage. Donc d'édifier un langage, d'être et de devenir un artiste, c'est vraiment la dénomination que Camus préférait, c'était celle d'un artiste. Et est-ce que c'était simple ? Non. Et Camus n'a jamais caché ses doutes récurrents, en dépit de cette reconnaissance quand même qui lui parvenait d'extérieur. Comme il l'écrivait à Albert Marquet, un peintre, « J'avance du même pas comme artiste et comme homme. » Il établissait alors un lien intrinsèque entre son expérience humaine et le produit de son écriture. Et d'ailleurs, dans la fameuse préface, un très beau texte de 1958, la préface à l'envers et l'endroit, il exprime justement cette recherche permanente dans laquelle il est de trouver, j'aime beaucoup cette expression, l'équilibre entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Condition suprême pour lui d'écrire un jour l'œuvre dont il rêve. Expression qui me semble aussi être un beau synonyme au fait de bien faire son métier d'homme, avec bien sûr toute la difficulté que ça comporte, d'un travail sisyphéen, toujours et toujours à recommencer d'ailleurs. Mais Camus disait, par rapport au grand écrivain Joyce, ce qui est émouvant chez lui, ce n'est pas l'œuvre, c'est le fait de l'avoir entreprise,
Donc avec une très grande admiration quoi, pour l'effort de création avant même le résultat. Hein. D'ailleurs, lui-même, Camus, et c'est émouvant, considérait peu de temps avant sa mort, et malgré toutes les œuvres publiées, eh bien, que son œuvre, non seulement il ne disait pas « mon œuvre n'est pas terminée », il disait « mon œuvre n'est pas commencée ». Donc faire son métier d'homme, c'est aussi ne pas se satisfaire, ne pas vivre sur ses acquis et chercher inlassablement à accueillir, je pense, je crois, cet équilibre juste, on parlait d'éthique ce matin, entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Je vous remercie. Alors, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, là, à ceux et celles qui nous ont rassemblés ici. Depuis ce matin, je vis un grand moment de respiration. J'ai l'impression non pas de naître de nouveau, mais enfin être porté par quelque chose qui me dépasse. Et toutes les interventions de ce matin, toutes les formes d'intelligence qui ont été convoquées pour partager avec nous l'ensemble des réflexions faites depuis que l'on est là, tout cela est une immense célébration, pas seulement de l'esprit, mais une manifestation de ce que Camus appelait justement faire son métier, je dirais, d'humain. Et je suis très content aussi de rencontrer Anne. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. C'est vrai que j'ai lu quelques-uns de tes travaux. Et hier dans la nuit, effectivement, je relisais cet article paru dans l'Express, faire son métier d'homme. Moi, je dirais faire son métier d'humain pour parler avec l'esprit de ce temps. Et donc, je suis très content aussi que tu nous aies ramenés au terme de cette journée à Camus et à son texte, à sa parole. Un certain nombre d'éléments que tu as mis en avant, l'invitation à la révolte, le refus de la résignation, le fait que la victoire, elle est incertaine. On ne peut pas la garantir. Le fait aussi que, à travers ce labeur interminable, une certaine forme du cœur émerge, qu'il appelle un cœur d'homme, qui est caractérisé par la tendresse, mais aussi par l'amour du monde. Et on peut effectivement se poser cette question de savoir qu'en est-il aujourd'hui de l'amour du monde, après avoir écouté tout ce que l'on a écouté au courant de la journée. Je crois aussi très important ce que tu as souligné et qui a trait à l'effort de création, mais aussi pour nous autres qui venons de ces parties du monde souvent condamnés à la marge. Cette question de puiser dans des réserves de vie, ce concept de réserve de vie, des bassins de vie,
à un moment où de très nombreuses forces sont liguées pour assécher justement ces réserves de vie, pour les épuiser. Et donc la question est de savoir comment s'y prendre, quels petits pas amorcer pour les reconstituer en permanence, pour trouver quelque part la force de recommencer. Parce que, en tout cas dans les pays où certains d'entre nous vivent, rien n'est gagné. Tout est provisoire, il faut chaque fois recommencer. Et donc, où est-ce qu'on ira chercher ces réserves de vie? Comment on va les nourrir? Et comment on va les mettre au service d'une chaîne vitale où les humains font partie d'une communauté large, où on compte évidemment les ancêtres, mais aussi ceux qui viendront après nous, mais aussi les animaux, mais aussi les plantes, mais aussi l'eau, mais aussi les arbres, etc., etc., le tout dans une relation symbiotique qui permet justement de renouveler chaque fois l'ensemble de la création. Et donc, ce don de vie, je dirais cette dette de vie, qui nous précède en fait, et qui existe, qu'on l'admette ou non, je pense que tout cela est absolument important pour tous ceux qui aujourd'hui cherchent à convoquer le nom de Camus ou à l'invoquer. Et je pense que ce nom, il reste d'actualité. Son actualité, elle est indéniable. Et donc, non pas en réponse à ce que tu as partagé avec nous, mais peut-être dans le prolongement de ces réflexions, j'aimerais juste à mon tour peut-être partager 4 ou 5 points que je n'aurai pas le temps de développer, sinon on sera ici jusqu'à demain matin. Pourquoi pas? Alors, le premier point porte justement sur le thème qui nous a réunis et que tu as essayé de remettre sur la table en partant d'une lecture très fine du texte camusien. La thématique consiste à repenser le monde. Je dirais qu'il y a plusieurs manières, évidemment, de repenser le monde. Et sur cette base, d'imaginer quelle forme pourrait prendre aujourd'hui le métier d'humain. C'est-à-dire, comme tu l'as bien expliqué, c'est-à-dire l'interminable labeur d'hominisation de notre espèce dans son rapport avec le reste du vivant. Je crois qu'il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, il y a une manière de repenser le monde à partir d'une position de surplomb. Alors, la position de surplomb, elle présuppose que le monde nous appartient. Elle présuppose que ce monde, il est notre propriété. Et qu'au fond, les richesses qu'il contient, ses ressources, tout cela est à notre service et nous pouvons en disposer sans limite.
et que le prix à payer pour en disposer sans limite, ce prix doit être payé par quelqu'un d'autre, pas par nous-mêmes. Je crois que cette manière de repenser le monde, elle est toujours avec nous. Elle a été avec nous et elle aura au fond été la marque essentielle de notre modernité. Alors je voudrais suggérer qu'il y a une autre manière de repenser le monde, une manière qui partirait de l'expérience de ceux qui ont toujours été placés un peu aux limites externes du monde et qui, à ce titre, ont subi, peut-être plus que les autres, en tout cas de manière disproportionnée, la violence du monde. Parce que le monde, il est violent. Il l'a été, il le reste. Et on peut dire ici, sans exagération, que tel a été le cas pendant des siècles de l'Afrique. Et je pense que, relu d'un point de vue camusien, l'expérience africaine permet de jeter sur le monde et les ressorts de son fonctionnement une lumière crue, de la sorte que l'expérience palestinienne, on en a parlé ce matin, de la même manière justement que cette expérience le fait en ce début de siècle. Elle permet de porter sur le monde un jugement radical. Pourquoi? Parce que l'Afrique était un peu la pierre dont parle l'Évangile. Celle-là qui fut rejetée par les bâtisseurs. Mais elle permet aussi d'imaginer les contours de ce que pourrait être une politique de la résistance. Camus parle de révolte. Une politique de la résilience, le fait d'avoir appris à chaque fois recommencer. Une politique aussi de l'espérance. L'espérance, non pas du tout comme un concept abstrait, mais comme une formidable et inexhaustible énergie, celle-là qui en fait à la fois une réserve de puissance et une puissance en réserve. La définition même de l'Afrique dans le monde. Tel étant le cas, je crois qu'invoquer le nom de Camus aujourd'hui, c'est quelque part accepter ou si vous voulez prendre le risque de témoigner. Je dis prendre le risque de témoigner en pensant à la Palestine. De témoigner d'abord en faveur de ceux-là qui ploient sous le poids de la violence parfois aveugle et injuste du monde, mais dont les puissances du monde ne veulent entendre ni le cri, ni les lamentations, pas même celles des veuves ou des orphelins ou des innocents. En fait, non seulement elles ne veulent pas entendre, mais elles se mobilisent, ou elles mobilisent tous les prétextes, trafiquent le langage
mettent les mots sens dessus, dessous, tordent les images et au besoin utilisent la force et la brutalité pour supprimer la vérité, pour nous faire croire que ce que nous voyons n'existe pas, que ce que nous voyons, c'est autre chose que ce qui se passe. Et donc on parlait aujourd'hui de la langue, des mots qui mentent et qui tuent. Qui tuent évidemment des corps, mais qui tuent aussi effectivement la vérité. Et dans cette affaire de guerre contre la vérité, je pense que c'est une affaire dont se saisirait Camus s'il était encore avec nous. Pourquoi le témoignage est important? Parce que dans un contexte où la raison instrumentale tend à faire de la raison substantive un simple outil de destruction, témoigner peut être considéré comme la forme ultime de manifestation, sinon de la vérité, du moins de son esprit, de l'esprit de vérité. Et je pense que retrouver aujourd'hui les chemins, les sentiers en direction de cet esprit de vérité est une des conditions absolument indispensables pour l'habitabilité même de notre planète et la reproduction de la vie sur le long terme. Je voudrais maintenant terminer avec peut-être 2 ou 3 autres observations assez brèves. Il m'a été donné la chance au cours des dernières années d'être impliqué dans des actions très concrètes en Afrique qui visent à relancer l'agenda démocratique sur le continent. L'agenda démocratique, c'est-à-dire la formulation d'un projet qui aille au-delà de la démocratie électorale, au-delà des procédures, et vers une démocratie, je te disais substantive, et tu me corrigeais sans le dire, tu disais substantielle. Par quoi tu m'as demandé qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, oui, parce que c'est intéressant la distinction. Oui. Et je te répondais en disant une démocratie qui s'attaque consciemment, méthodiquement et délibérément à un ensemble de conditions matérielles sans lesquelles la vie est impossible. De l'eau potable, de la nourriture, des vêtements, éducation, un lopin de terre, une parole libre des femmes, des cercles de soins, etc., etc. L'accès aux moyens d'existence, en considération du fait que le prix de la vie, il est le même pour tous, et qu'une dette de vie nous lie les uns aux autres avant même que nous ne naissions. Et j'ajoutais une démocratie qui s'attaque à la question du sens
et des significations. Une démocratie qui réduit l'écart aujourd'hui planétaire entre les activités de production des outils et les activités de production des symboles. Parce que la torsion de la langue, la destruction de la raison, qui se manifeste dans les atrocités et les crimes d'État dont certains ont été faits cas ce matin, tout cela, à sa base, se trouve justement cet éloignement, cet écart entre la production des outils et la production des symboles. Et enfin, une démocratie qui s'attaque à la grande question de ce siècle, c'est-à-dire l'épuisement de la terre avec T majuscule et sa combustion. Tout cela qui remet en question justement les possibilités pour des millions de gens de mener là où ils vivent une existence digne. Et donc, cette démocratie ouvrirait la voie à la grande réconciliation du vivant, dont l'humanité est partie prenante et en relation symbiotique avec le reste de la création. Et je pense que ce serait là une façon, parce que Camus, il était très intéressé par l'avenir de la démocratie également. Voilà une manière, à mon avis, de relire Camus à partir de ces régions du monde qui, trop souvent, auront été condamnées aux marges de ce même monde. Merci beaucoup. On a du temps encore. Moi, je voulais bien te poser, enfin justement, te redonner la parole. On a la chance que tu sois ici. Enfin, bon, tu as passé beaucoup de temps, ton existence, à réfléchir, à écrire, à penser, repenser le monde. Là, et tu as été professeur aussi, tu as enseigné. Et ce que tu es en train de nous dire là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, depuis quelques années, le plus important pour toi, enfin, en tant que ton métier d'humain, c'est... Est-ce que tu peux prolonger encore plus concrètement ce que tu fais? J'ai l'impression que tu me disais tout à l'heure, j'aime écouter. Donc, comment tu es à l'écoute du monde et comment cet appel à la démocratie, comment tu tentes de l'incarner avec d'autres. Et derrière ça, j'ai l'impression que c'est aussi pour toi une priorité à l'éducation, finalement. Hein, et que ça, c'est un futur possible, de prendre le temps de cette éducation. Oui, effectivement, parce que pendant plusieurs années, avec d'autres, on a été impliqués dans cette tâche absolument importante qu'est la critique. Et parfois aussi la déconstruction. C'est une tâche absolument importante parce que le moment que nous vivons, qui est caractérisé quelque part par une escalade technologique sans précédent, on n'a jamais
vécu une telle période dans l'histoire de l'humanité, avec la multiplication des artefacts, la tentation de répondre à la grande question de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Par des moyens techniques, solutionnisme technologique, et les effets de mutation anthropologique qui en découlent, parce que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est à l'apparition d'une autre forme de l'humain. Ce n'est pas l'humain du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, etc. C'est une autre forme de l'humain, accouplée de sa bête, avec B majuscule. Et donc, une partie le caractère pervers de ce processus, c'est de décérébrer beaucoup de gens. Et donc, la tâche de réarmement de la pensée, et surtout de la pensée critique, par le recours à toutes les formes de l'intelligence, pas seulement l'intelligence dite rationnelle ou scientifique, mais tout ce que l'on a vu tout à l'heure, il y a eu ce chant qui soudain est monté de cette estrade. En Afrique, on aurait commencé par ça. On aurait commencé par le chant. Mais voilà, on l'a eu vers la fin. Toutes ces formes de l'intelligence, leur mobilisation. Cet effort, il est absolument capital. En même temps, pour ne pas être écrasé par l'immensité de la tâche, le sentiment de défaite que beaucoup d'entre nous ressentent lorsqu'on voit le caractère colossal des destructions qui ont lieu, la destruction des villes, le caractère écocidaire des politiques qui sont mises en œuvre. On a vu ce matin ce qui se passe en Méditerranée. Tout cela, mal compris, peut pousser au défaitisme. Et donc, comment, dans ces conditions, on recrée les conditions d'un engagement? Dans le contexte africain, donc, l'idée, ça a été de mettre en place cette fondation de l'innovation pour la démocratie et de se remettre à l'écoute des communautés dans les petits pas en investissant où les gens se mettent debout sur leurs propres jambes. Ce qui se traduit évidemment par de la recherche, mais de la recherche ouverte, ce qui se traduit par la mise en place de communautés apprenantes, là où autrefois il y en avait un qui savait et qui enseignait, qui instruisait, par également l'utilisation, la mobilisation de certaines de ces technologies dont beaucoup peuvent effectivement servir à la libération. Donc voilà le petit tournant que personnellement, dans lequel personnellement, mais avec beaucoup d'autres, je suis engagé. On l'écoutera encore. Hein. On va s'arrêter là. Je vais juste dire quelque chose te concernant le rôle de l'intellectuel que je crois que tu n'aimes pas tellement
C'est lié à j'aime bien cette idée de tous apprenants, là, ce dont tu parlais, et que l'intellectuel, c'est pas un terme forcément que tu utilises, mais que tu préférais celui de veilleur. Je n'ai jamais utilisé le terme d'intellectuel, en fait. Ah oui. Dans mes écrits, non. Ouais. Alors, c'est quoi? Oui, je préfère celui de veilleur. Alors, en fait, quoi, c'est un terme qui. Être veilleur, c'est un alors, beau le veilleur, terme. en fait, c'est. Alors, bon, faut peut-être dire deux choses. Dire que moi, oui, bon. prends ton temps. Moi, j'ai une éducation très catholique. Hein. J'ai été éduqué chez les bons pères. Les jésuites et puis les dominicains. C'est vrai que ces jours-ci, je ne vais pas à la messe. Je n'appartiens pas à l'église, mais enfin, c'est resté quelque part. Et quand j'étais tout petit, j'avais une grand-mère qui elle ne savait pas lire, elle n'écrivait pas non plus, elle n'avait jamais été à l'école. Et à l'âge de 10-12 ans, elle me demandait de m'asseoir et de lui lire des passages de la Bible, ou en tout cas du Nouveau Testament, dans sa langue. Et donc j'ai été quelque part imprégné par tout ça. Je peux vous réciter plein de choses, des textes, des images, des lieux géographiques, donc une éducation un peu classique. Et donc la figure du veilleur, elle a deux sources. Il y a cette source chrétienne, il faut le dire, le veilleur, celui-là qui veille, qui ne dort pas, ou en tout cas il ne dort pas quand les autres sont éveillés, et il sonne l'alerte lorsqu'il voit le danger. Et cette figure du veilleur, elle est très présente dans les évangiles de Saint Jean, par exemple. Ensuite, il y a la figure du devin, un peu plus dangereuse, qui vient des cosmogonies africaines. Le devin, c'est celui-là qui interroge le temps. Tu parlais tout à l'heure du temps. Le temps est un objet d'interrogation. Et le temps lui-même se révèle ce qui vient, ce que l'on attend et qui doit venir, et quelles forces doivent effectivement précipiter son avènement. Il n'y a pas de temps sans possibilité d'avènement. Et le devin, c'est celui-là qui fait la médiation entre le déchiffrement du temps et l'accélération du processus d'avènement. Et donc, en mettant ces deux choses ensemble, je crois qu'on voit très bien à quel point est-ce que ces deux figures convoquent différentes sortes d'intelligence. Et donc, cela élimine quelque part, ou en tout cas met en crise, la notion d'intellectuel, l'individu absolument possédé par lui-même dans son rapport transcendantal avec la connaissance, en général une connaissance spécialisée, qu'il seul a détenir et qu'il redistribue, disons, au gré de sa bienveillance et de son autorité. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est engagé justement dans le projet de revitalisation des réserves de vie, des bassins de vie, ce n'est pas, disons, un concept qui est très utile. Je ne sais pas, peut-être si el público a lo mejor quería... Je ne sais pas si peut-être le public souhaiterait dire quelque chose. Je crois que finalement, vous nous avez donné en tout cas des réserves pour alimenter nos vies de ce soir, et on espère pour longtemps, de puiser dans cette puissance de l'espoir, comme tu nous l'as si bien dit, Achille, le besoin finalement de croire dans cette communauté d'humains pour qu'ensemble nous puissions transcender cette violence du monde, comme on l'a vu ce matin,
Et dans cette idée d'espoir, on est aussi cette année dans l'année de prix. Et donc, je vous remercie à tous les deux. On va faire une petite pause et on va rester ensuite avec les deux lauréats, l'entrega de nuestros dos premios. Avec la remise des deux prix dans cette idée Potencia de de esperanza.